premier chapitre de ce cours est consacré aux ensembles définis récursivement. On parle aussi d'induction, ensemble défini par induction structurelle. Alors de quoi s'agit-il? Pour commencer, on rappelle qu'est-ce qu'est la arité d'une fonction. Donc, on a deux ensembles, x et y, et une fonction qui, donc f, qui a un produit cartésien comme ça, de x va dans y. On peut aussi avoir une opération interne, c'est-à-dire qu'on a un produit cartésien et l'ensemble d'arrivée c'est x, c'est-à-dire que c'est le même ensemble. Donc fonction ou opération interne. Alors, le nombre d'arguments de la fonction a un nom, ça s'appelle l'arité. On le note avec la lettre petit a de f, petit a de phi. Donc on parle de fonctions binaires s'il y a deux arguments, de fonctions ternaires, de fonctions unaires et même de fonctions 0R. Une fonction 0R, c'est une fonction qui n'a aucun argument et donc c'est une constante. Donc on verra les constantes seront introduites plus tard comme fonction 0R. Alors la définition inductive d'une partie d'un ensemble, ça consiste en deux étapes. Première étape, la base, c'est-à-dire que pour connaître donc, cet ensemble, il suffit de connaître déjà certains éléments de l'ensemble. Alors, ces éléments de départ, on les appelle donc, ils font partie de la base. Donc la base, c'est un sous-ensemble de l'espace qu'on veut définir. Donc B inclus dans 1. Et ensuite, eh bien, à partir de ces éléments de départ, on va les connecter, on va les faire agir l'un avec l'autre peut-être, pour construire de nouveaux éléments de la partie. Donc il va y avoir un certain nombre de fonctions comme ça, donc de E, alors exposant A de phi ça veut dire l'arité de phi, puisqu'on a vu que l'arité c'était le nombre d'arguments, hein, donc ça veut dire que c'est E croix E croix E croix E, mais le nombre de produits c'est A de phi. Donc un certain nombre de moyens de construire des éléments à partir d'éléments déjà existants dans l'ensemble. Voilà, donc E, c'est l'ensemble de départ, donc on prend une partie X, et donc cette partie X définie par induction, ça sera la plus petite partie qui vérifie à la fois le fait que X contient la base et que, eh bien, si on prend une fonction phi là, qui a été définie au-dessus, et si on prend un certain nombre d'éléments de X, si on fait réagir phi sur ces éléments de X, et bien on reste encore dans X, c'est-à-dire que phi est une opération interne. Donc l'ensemble X, en fait, c'est le plus petit ensemble qui vérifie tout ça. Autrement dit, X, c'est l'ensemble de tout, c'est l'intersection de tous les ensembles, toutes les parties qui vérifient ces deux propriétés, c'est-à-dire c'est l'intersection de tous les éléments de grand F. Grand F étant l'ensemble des parties de E qui vérifient à la fois B et I. Donc ça, c'est ce qu'on appelle définition inductive d'une partie de. Alors, on va donc voir plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est l'ensemble N. Donc l'ensemble N est défini par une base B, 0. C'est l'élément 0 qui suppose que 0 appartient à N. Et puis on a une seule étape d'induction qui dit que si on a un entier qui appartient à N, alors si je ajoute 1, ben j'obtiens un nouvel élément de N. Donc à partir d'un élément de N, je peux trouver un nouvel élément de N, le successeur. Bon, alors on comprend bien que comme ça, on construit N
en entier, hein, puisqu'on part de 0, puis on rajoute 1, puis on rajoute 1, puis chaque fois. Alors, on ne s'arrête jamais, donc on va bien créer tous les entiers naturels. Alors, cependant, je vous dis que grand X, ici grand N, ça serait le plus petit sous-ensemble vérifiant tout ça. Alors, je vais expliquer un peu ça sur l'exemple 1. Donc, ça veut dire que on peut remarquer que, alors, par exemple, si je prends, je vais noter comme ça, moins 1 plus l'infini. C'est quoi ça? C'est une façon de noter tous les entiers supérieurs ou égaux à moins 1. Donc cet ensemble-là, je pourrais noter y1, eh bien, je peux remarquer qu'il vérifie les deux propriétés. C'est-à-dire que 0 appartient à cet entier, à cette partie, et que si j'ai un élément de cette partie, et si j'ajoute 1, je vais encore avoir un élément de la même partie. Bon, et je peux faire pareil avec, je vais l'appeler y2, ça serait la même chose, mais en partant de moins 2, jusqu'en plus de l'infini. Hein. Donc c'est une façon de noter tous les entiers en partant de moins 2. Bon, et etc., etc. Si je prends yp, ça serait l'ensemble de... Je commence à moins p, et je vais jusqu'à plus de l'infini. Et en fait, tous ces ensembles-là, on peut voir qu'ils vérifient les deux propriétés, donc la base et l'induction. Et donc le plus petit, donc l'intersection de tous ces y, ça sera, parce qu'il y en a un autre qui marche, je ne l'ai pas écrit, hein, mais évidemment, lui, il marche. 0 plus l'infini, évidemment que ça marche. Bon, l'intersection de tous les y, on peut noter que c'est y0. Hein, donc c'est lui qui a été défini, c'est lui, hein, c'est l'un. Donc effectivement, c'est le plus petit ensemble qui vérifie les deux propriétés. Donc je reviens au cours. Deuxième exemple, et ce serait l'ensemble des arbres binaires. Alors les arbres binaires, c'est quelque chose qui est très employé en informatique. Donc visuellement, on voit bien ce que c'est. Hein, voilà, on a donc un alphabet. Donc, les alphabets sont placés sur les nœuds de l'arbre. Donc là, si je précise, là aussi, si j'ai un arbre comme ça, si je mets... Alors, ça marche pas. Petit a, si là j'ai petit b, puis là j'ai petit c, puis là j'ai petit d. Bon voilà, ça c'est un arbre. Donc ça c'est la racine de l'arbre. Ce qui est en bas, ça et ça sera ce qu'on appelle les feuilles. Ça, ce sera une branche. Et puis ça, par exemple, ça sera un nœud, ce qu'on appelle un nœud. À partir d'un nœud, il y a des branches qui partent. Donc, vous voyez qu'il y a des nœuds. La racine, c'est un nœud. Hein. Il y a deux branches qui partent. Puis là, il n'y a qu'une branche qui part. Bon, c'est ça qu'on appelle un arbre binaire. Donc, vous avez une ou deux branches à chaque fois. Alors, je fais... Ouais. Donc, si je reviens... Bon, ok.
Donc, retour au cours. Donc, nous avons, par exemple, l'arbre binaire petit a. Donc, petit a, c'est un arbre qui est très petit puisqu'il y a juste seulement un nœud qui est à la fois, donc à la fois une racine, un nœud, une feuille. Ici, on a l'arbre AB, donc la racine CA, il y a une feuille qui est B. Là, on a l'arbre A, B, C, donc il y a une racine qui est A et une feuille qui est C, etc., etc. Alors, la machine n'est pas capable de comprendre ce qu'est un arbre en termes de branches. On va donc faire une représentation avec des caractères. Donc, on va utiliser une notation en triplet, comme ça. Et donc, on va définir un arbre en disant que un arbre, c'est soit l'arbre vide, donc noter ensemble vide, soit, eh bien, étape d'induction, je vais prendre deux arbres, donc G et D, pour gauche et droite. Je vais prendre un élément de l'alphabet, donc petit r appartenant à grand A. Donc ici, dans l'exemple, on avait pris des lettres, ça peut être autre chose, ça peut être des chiffres, peu importe. Et donc on dira que le triplet G, virgule R, virgule D, est aussi un arbre binaire. Donc en fait, les arbres binaires, ce sont des triplets. La partie centrale, c'est un élément de l'alphabet, et à gauche et à droite, on a à nouveau des arbres binaires. Donc par exemple ici, petit a au centre, et puis à gauche et à droite, G, ensemble vide. Alors ensemble vide, ça veut dire qu'il y a des branches, il n'y a pas de branches, en fait, donc on ne représente pas. Ici, la racine c'est petit a, à droite, il n'y a rien, donc ensemble vide, et à gauche, il y a l'arbre, 0, ensemble vide, B, ensemble vide, donc cette partie-là, etc., etc. Donc on peut avoir des choses plus ou moins complexes. Donc, par exemple ici, vous voyez que la racine c'est A, hein, donc là il est ici, là on a un triplet qui correspond à petit b, et puis ici on a toute une partie qui correspond à cet arbre-là. Donc voilà un deuxième exemple de définition par induction. Troisième exemple, des termes sans variable. On verra plus tard les termes avec variable, mais là il s'agit de termes sans variable. Donc il nous faut un ensemble de symboles d'opération. Donc il y a des opérations peut-être d'arité 1 ou d'arité 2, il y en a plusieurs. F0, donc FI, hein, c'est d'arité I. F0, c'est d'arité 0, donc je vous le disais, en fait c'est des constantes. Et puis on a eu l'ensemble des suites de symboles. Donc c'est des suites de symboles appliqués à des éléments. Voilà. Le tout regroupé avec des parenthèses et des virgules. Et donc on peut construire l'ensemble des termes. Alors l'ensemble des termes, en fait, c'est l'ensemble des expressions. Souvent, c'est des expressions arithmétiques. Donc la base, ça va être les constantes. Et ensuite, on fait agir les fonctions sur des termes pour obtenir à nouveau d'autres termes. Donc on peut voir un exemple. Donc par exemple, si je prends comme constante, donc ça c'est les termes. Si je prends comme constante, donc on a dit que c'était F0, constante, ben je vais prendre 0, 1, puis petit e. Et je vais prendre, deux fonctions. Je vais prendre l'addition et la multiplication. Donc on est dans R, hein, petit e c'est la constante exponentielle. On est dans R. Donc 0 et 1 c'est bien des réels, c'est entier, c'est des réels. Alors les fonctions, vous avez la fonction plus. Alors, la fonction plus, ça serait une fonction qu'on pourrait noter comme ça. Plus AB, c'est en fait c'est A plus B, quoi, hein. Donc c'est l'addition. Donc l'addition, alors ça s'appelle, et idem pour la multiplication, c'est bien une fonction, elle a deux arguments, c'est bien une fonction binaire, mais ça revient à ça. Alors ça c'est la notation infixée. On parle de notation infixée.
Et là, on parle de notation préfixée. Bon, donc c'est deux types de notation possibles. Donc, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, là, on mettra peut-être des parenthèses. Ou pas, hein, ça dépend. Pour le produit, en général, c'est pas nécessaire. Donc, on ne s'en met pas. On peut écrire comme ça. Bon, donc comment on fait pour construire les termes? Alors, dans les termes, il y a les constantes, et puis ensuite, ben, les constantes, il faut les combiner avec les fonctions. Donc, par exemple, je pourrais avoir ben, le terme 0 plus 1. Ça, c'est un terme. Je pourrais avoir que multiplie, du coup, 0 plus 1. Ça, c'est encore un terme. Hein, c'est un terme qui est construit, je peux le mettre comme ça, 0 plus 1, avec la fonction multiplier que j'applique à petit e qui est déjà un terme parce que c'est dans la base, et puis à 0 plus 1 qui est déjà un terme parce que je l'ai montré. Parce que 0 et 1 sont déjà des termes, et donc 0 plus 1, c'est bien un terme. Donc je peux l'écrire comme ça. Hein, tout ça, ça appartient bien à t. Par contre, si j'écris 1 plus multiplier e, bon, mais ça appartient pas à t. Parce que c'est pas... voilà. Je n'ai pas le droit de mettre comme ça, deux opérations, ça n'a pas de sens. Et plus exactement, ça n'a pas de sens, et puis ça ne correspond pas au schéma qui est donné dans la définition inductive. Donc ça ne marchera pas. Ok. Alors, oui. Voilà. Donc voilà les termes. Donc là c'est pareil, T est le plus petit ensemble contenant les constantes et stable par application. Il y a toujours l'idée que c'est le plus petit ensemble, on l'a déjà vu tout à l'heure. Oui, alors donc ça c'est ces définitions inductives. Bon, ben, en informatique on en rencontre beaucoup parce que ben, c'est comme ça qu'on fait comprendre à la machine quels sont les objets qu'on va utiliser par exemple dans un langage. C'est comme ça qu'on va définir la syntaxe d'un langage. Alors, ces définitions inductives, il peut y avoir un problème. Elles peuvent être ambiguës. Alors, de quoi s'agit-il? On dit qu'une définition inductive est ambiguë si on peut construire un élément de deux manières différentes. Alors, on verra un peu plus tard en quoi cela peut poser un problème.